Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre programme de l'actualité du sport à l'international. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser au clash à l'Olympique de Marseille entre Marcelo Bielsa et le président Vincent Labrune. À la suite de cela, nous irons du côté du Portugal pour s'intéresser à l'homme qui a été au cœur du marché des transferts cet été, le dénommé Jorge Mendes, qui est l'agent le plus puissant au monde. Et par la suite, nous allons découvrir un nouveau prodige du sport camerounais, le dénommé Joel Embiid. On va vous faire revivre cette draft comme si vous y étiez. Et bien évidemment, le premier sujet sera autour de la belle performance des Lions Indomptables. Voici pour vous Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui est aujourd'hui constitué des spécialistes comme d'habitude. La première spécialiste est tout simplement Lydie Abeko. Lydie Abeko, bonsoir. Bonsoir, salut Edith. À ses côtés, Cestin Jamen. Cestin Jamen, bonsoir. Spécialiste. Bien évidemment que si. Et à la suite, Nasser Njoya qui est à la tête de Palmarès Agence et du magazine Golfica. Et également du magazine Sport One. Nasser Njoya, bonsoir. Bonsoir, Edith. Et bien évidemment, pour terminer, Georges Gimbous. Georges Gimbous, bonsoir. Bonsoir, Edith. Voici pour vous la rubrique Média Presse présentée par Alexandrine Etoa. Bienvenue dans la rubrique Média Presse de Samedi Sport. L'ère de Tottenham semble être mise en difficulté car les Spurs de Tottenham, selon The Mirror Sport, seraient en vente pour la rondelette somme de 1 milliard de livres. Le président de Tottenham serait prêt à écouter les offres qui se présenteraient à lui. Le joueur argentin du Benfica, Franco Jara, a échappé à la mort à la suite d'un accident dans lequel il a perdu sa Mustang complètement endommagée. Rappelons que le joueur s'en est sorti avec uniquement quelques égratignures. Cependant, le quotidien portugais nous informe que Cristiano Ronaldo court déjà pour le derby face à l'Atlético de Madrid. La Gazzetta dello Sport révèle cette déclaration de l'international colombien Garín. L'Inter est ma lune, je n'ai jamais voulu les bianconeri. Pour apaiser les velléités de départ pendant le mercato hivernal. La révolution chez Ferrari est annoncée avec Sergio Marchionne, qui détient 90% de Ferrari qui succéderait à Luca Di Montezemolo. Une découverte vous est proposée avec Zaza, la pépite du sélectionneur Conte, considéré comme l'anti-star du but. Tuto Sport ce matin titre Alarme à la Juve. Vidal et Tevez déclarent que les problèmes à la Juventus sont existants et ne devraient pas tarder à être évidents. Le phénomène Zaza ensorcelle l'Italie. Il sera un champion, déclare le quotidien. Cette phrase choque de Pato, le Milan m'a mal soigné, qui fera jaser au Milan AC. France Football de ce mardi publie à la suite des montants mirobolants du marché des transferts cet été estimés à plus de 2 milliards d'euros. Que l'on aurait marché sur la tête avec de telles sommes. La fugue de certains jeunes talents du PSG intéresse également le quotidien et l'on s'interroge aussi sur les raisons de la mort programmée de Luznac. En dominant l'équipe de l'Espagne à domicile, l'équipe de France hier 65-52, la bande à Batum a réalisé un exploit qui marquera à tout jamais les esprits. Un bel exploit du sport français selon l'équipe. La nuit la plus triste du basket espagnol avec ses titres baloncesto comprenait la piètre performance de la Roja. Navarro qui déclare « c'est un fracas, l'on n'a pas préparé cette rencontre ». Marca revient également sur le duel de ce week-end entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, avec Khedira qui se serait fait opérer du genou gauche. As revient sur le désastre de la sélection espagnole de basket et en football. Ancelotti médite aligner Sergio Ramos ce week-end pour le derby madrilène en lieu et place de Carvajal blessé, ce qui ferait de lui le latéral d'émergence.
quotidien espagnol Sport titre la loi de Luis Enrique pour réussir à la tête du Barça, la compétitivité, la discipline et l'intégration de la réserve. Luis Suarez débutera officiellement avec le Barça le 25 octobre face au Real de Madrid. Et en basket, une fois de plus le chaos de la Rora. Média Presse, c'est fini, bonne suite de l'émission et à la prochaine. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour s'intéresser à la rencontre d'hier entre l'équipe nationale du Cameroun et celle de la Côte d'Ivoire. Alors, avec vous, Lydie Abeko, quelle analyse faites-vous à la suite de cette brillante performance des Lions indomptables du Cameroun? Écoute, moi je dirais que plus qu'une analyse, c'était une rencontre qui était fort étonnante en fait. Le mot étonnant, c'est vraiment ce que je retiens parce que. Avez-vous été surprise par surprise, l'attitude oui. des Lions? On a été très surprise par l'attitude. En fait, on a vu autre chose que ce qu'on avait vu ces dernières années, c'est-à-dire autre chose que, excusez-moi, que des égos surdimensionnés, de l'individualisme. On a vu une équipe, on a vu de la jeunesse, on a vu de la fougue, on a vu une cohésion. Et sincèrement, ça a fait une énorme différence. J'étais très contente d'ailleurs pour Finke, parce qu'après tous les délateurs... Mais peut-on dire que les chats n'ont quitté la tanière, Lydie Abeko? Oh non, je ne pense pas que... C'est pas comme ça, personnellement, que je verrais la chose. Je dirais qu'honnêtement, Finke, il a fait un pari, c'est celui de renouveler un esprit, pas seulement l'équipe et pas seulement les joueurs, mais renouveler un esprit, partir sur autre chose. Et bon, il ne faut pas se précipiter dans des conclusions en disant que ça y est, c'est le renouveau et qu'on va gagner la Coupe d'Afrique. Très bien, merci à vous. Mais voilà. Merci à vous, Lydie Abeko. Ceci va nous permettre, n'est-ce pas, de nous intéresser au premier but de cette rencontre. Suivez plutôt. Ça se rapproche et cette contre-attaque parfaitement orchestrée par les Lions indomptables. On le voit, il fixe Serge Aurier, le Parisien. Il s'en mêle la balle sur le pied gauche et la frappe qui est contrée. Certes. Georges Gimbous, quelle analyse faites-vous de ce but inscrit par le nouveau virtuose du football camerounais, notamment Clinton Ndjie? C'est un but d'un jeune joueur plein de confiance et plein de qualité. Parce que dès sa prise de balle, il sait déjà ce qu'il va faire. Et Serge Aurier a un petit temps de retard parce qu'il croit au hors-jeu. Et il ne reviendra plus jamais sur Clinton Ndjie, qui bénéficie d'un contre, on va dire, favorable parce que sa frappe est légèrement déviée. Et il trouve le côté opposé du gardien, une frappe croisée magnifique et un premier but super. C'était pas une surprise pour vous de le retrouver à ce niveau aussi facilement, avec autant d'aisance éventuellement? Plus ou moins, parce que je l'ai découvert, c'est un jeune joueur que j'ai découvert il y a 1 an déjà, lorsqu'il est passé pro à Lyon. Mais très honnêtement, je ne pensais pas qu'à ce niveau de la compétition, à ce niveau, avec un tel adversaire qui puisse s'exprimer avec autant d'aisance et de confiance. Donc j'étais quand même surpris, oui. Très bien, on va regarder également l'égalisation de la sélection ivoirienne. Le décalage qui est fait, le centre. Oh, la bonne sortie et l'égalisation signée de Yaya Touré. Oh, quelle erreur de Clinton Ndjie. Il a tenté de dribbler. Justement, c'est un Jamel. On en parlait, Clinton Ndjie, qui a eu une performance extraordinaire, mais qui, sur ce coup-là, malheureusement, s'est un peu pris les pédales et malheureusement, Yaya Touré a récupéré le ballon pour pouvoir la mettre au fond. En tout cas, c'est coéquipier. Oui, bon, les erreurs, ça arrive au cours d'un match. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a Touré qui n'est pas un avant-centre de race, a eu beaucoup d'opportunités sur ce coup-là. Donc, il a réagi après la belle parade de Ondoa. Et donc là, c'est la grandeur d'un joueur de talent et de classe internationale. Ça, c'est les erreurs qui arrivent en football. Seulement, ce qui est rassurant pour nous, c'est que l'équipe a repris du poil de la bête après le but ivoirien. Donc on aurait pu atomiser encore davantage l'équipe ivoirienne. Bon, on a un peu, à mon avis, baissé un peu la pédale à un certain niveau, à un certain moment de la partie. Mais puisque c'est un sport collectif, plutôt que de réagir que sur un seul but, je pense qu'il faut également donner un aspect général du match. Je crois qu'il y a eu plus d'engagement dans ce match. C'est Saint-Germain qui ne perd rien pour attendre, bien sûr. Plus de vivacité, plus ils étaient beaucoup plus lestes. Quand on a vu ce qu'on a vu au Brésil, quand on a entendu ce qu'on a entendu, je crois que vraiment c'est une nouvelle génération à qui il faut accorder beaucoup de chance.
Mais ça n'est pas une raison, comme l'a dit Lydie, de s'enthousiasmer bêtement, parce qu'il faut, c'est 2 matchs seulement, 2 victoires, donc il faut attendre quand même que les gens montrent encore davantage. Victoires, on ne s'y attendait pas. Oui, quant à Volker Finkel, je crois que je suis convaincu que ce n'est pas le bon entraîneur pour l'équipe du Cameroun, même si c'est un autre débat. Très bien, c'est Stéphane, très bien Lydie Abelko. On va évoluer avec le second but de l'équipe nationale du Cameroun éventuellement, bien sûr. Qui n'est pas assez appuyé par l'Ivoirien. Serge Aurier, et il n'a plus qu'à convertir cette action. Et il va prendre un carton jaune, hein, Vincent Aboubakar. Alors avec vous, Nasser Njoya, on voit Vincent Aboubakar qui inscrit ce but et qui manifeste une véritable rage après avoir inscrit ce but. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela à votre avis? Déjà, ça lui fait énormément plaisir de marquer devant le public camerounais. Oui. C'est qu'il l'a rarement fait souvent. Surtout que pour une fois, il joue les premiers rôles. Pour une fois, il joue le premier rôle, il le fait très bien. Il prend son courage à 2 pieds, puisqu'il joue avec ses pieds. Encore heureux, puisqu'on parle du football. Justement. On ne parle pas d'autre chose. Ouais. Il prend son courage et il s'exprime très bien. Il n'a plus d'assurance. Peut-être parce qu'on lui laisse la place. Je ne pense pas qu'on l'a empêché. Peut-être on ne l'a pas aligné. Ouais. Et là, on l'a aligné, il a montré qu'il peut jouer. C'est une équipe pleine d'audace. Moi, c'est Lima la jeunesse, Lima l'audace, Lima l'insouciance. Et Aboubakar était l'expression totale. Très bien, Nasser. On va donc évoluer avec le 3e but de l'équipe nationale du Cameroun. Pour ce premier ballon de Koueke, le centre de Clinton J. Et tranquillement, le plat du pied, pratiquement en lucarne. Alors Georges, on retrouve une fois de plus Clinton J à la suite de cette passe, cet altruisme de sa part tout de même, hein, car il avait la possibilité de pouvoir tenter son coup de poker. Il a fait le choix de délivrer une passe d'Ève à notamment Vincent Aboubakar. Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeune plein de confiance et plein de maturité. Pour quelqu'un de son âge, c'est très surprenant. Et ce but, c'est l'expression totale de la confiance, du talent. Il faut le dire que la défense ivoirienne était déjà à son hôtel parce qu'un tel accès au niveau de la compétition de tels joueurs, c'est assez surprenant. Mais comme vous le dites, Dié, il aurait pu frapper. Maintenant, il a la lucidité de passer le ballon à Vincent Bakar qui donne un magnifique plat du pied. C'est l'inverse. Très bien, on va donc évoluer avec... C'est qui a fait la passe, je crois. Très bien, c'est Diamène. On va donc évoluer avec le 4e but inscrit par la sélection camerounaise. Ils sont KO debout les Ivoiriens, on va revoir tout ça au ralenti avec le crochet d'Aboubakar qui lève la tête, le centre, le contrôle et la reprise de volée canon de Clinton Ng pour son 2e but de la rencontre. 4-1 pour le Cameroun. Alors, je reviens avec vous, Georges Guimbou, justement pour ce but magnifique de Clinton Ng. J'ai un instant pensé qu'on était en pleine PlayStation, tellement le geste était magnifique. Oui, il faut le dire, ce but, les 2 acteurs de ce but sont à féliciter parce que Vincent Bakar, il aurait pu foncer au but, mais il a la lucidité de s'arrêter, de casser, de lever la tête et de voir Clinton qui fait un magnifique appel croisé. Et Boka, il est battu dès l'appel de Clinton J, qui fait encore étalage d'un talent et d'un sang-froid impressionnant parce qu'il contrôle la poitrine, reprise. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne manifeste pas. Vous marquez un tel but en Fandena et vous ne permettez pas l'expression, il ne pète pas les plombs, il reste lucide. Et moi, j'étais vraiment impressionné par ce jeune joueur. Je crois que c'est un très grand talent, une grosse découverte pour Finke. Et il a un bel avenir devant lui, ce jeune homme. Très bien. Êtes-vous unanime à l'idée que ça a été décidément l'homme de la rencontre? Oui, je pense que lorsque vous êtes impliqué dans un match dans 3 buts, la marque 2, il fait une passe décisive, je pense que c'était l'homme de la rencontre. Oui. Alors, vous, Nasser Njoya, par rapport au cas de Clinton J, j'aimerais qu'on y reste. Hein. Il a eu un parcours décidément très particulier, puisque à son jeune âge, 21 ans, il est au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Cette année, il est déjà en équipe première, enfin depuis la saison dernière, et aujourd'hui, il se retrouve à ce tel niveau de performance. Il faut dire, si on remonte le cours de l'histoire des Lions indomptables, je pense sur les Lions indomptables depuis 30 ans de façon très assidue, je ne pense pas qu'on trouverait un attaquant camerounais qui, lors de ses 2 premiers matchs, fait 3 buts et je crois 2 ou 3 passes décisives. Il dit, au niveau des statistiques, c'est hyper impressionnant. Il dit, c'est vraiment à saluer, c'est à encourager.
Il faut ça l'entourer pour tempérer, mais c'est vraiment une pépite qui est en train de naître. Ok, très bien, Nasser Njoya. Nous allons aller du côté d'Abidjan, car nous avons en direct notre correspondant de ce côté-là, notamment Cholo Diomandé du magazine Abidjan Sport. Cholo Diomandé, bonsoir. Bonsoir. Cholo Diomandé, bonsoir. Oui, bonsoir Cholo. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Oui, oui, bonsoir à tous. Alors, quelle était la réaction de la presse du côté d'Abidjan à la suite de cette performance de la sélection camerounaise? C'était l'onde de choc à Abidjan, après s'être dérouillé face aux Lions indomptables du Cameroun. Car de mémoire des journalistes, c'est sans doute pour la troisième fois que les éléphants perdent sur un tel sport. Je me souviens qu'en 1993, au stadium de Surulere, les éléphants étaient tombés 4-1 face au Super Eagles. Ensuite, en 2008, a commencé en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants avaient perdu sur le même score. Ce qui a choqué les Ivoiriens, c'est cette lâche défaite face à une jeune équipe du Cameroun. Lorsqu'on regarde la moyenne d'âge de cette équipe, une équipe reconstruite, remaniée, face à des joueurs aguerris. Et là, les Ivoiriens sont vraiment choqués. Et on s'interroge aujourd'hui sur les capacités d'Hervé Renard à reconstruire cette équipe-là. Très bien, Cholo. On s'interroge déjà sur les capacités d'Hervé Renard. Ce n'est pas un peu précipité de la part de la presse ivoirienne notamment? Oui, en fait, la presse ivoirienne s'est interrogée un peu sur ses choix. Parce que lorsque vous jetez un regard sur son 11 de départ, au niveau de sa défense, on a été surpris de voir titulariser Bamba, Souleymane et Lamine Koné au milieu de terrain, au niveau des milieux défensifs. La titularisation d'un garçon comme Akpa Akro auprès de Tioté Chek a surpris, puisque Akpa Akro, ce n'est pas un milieu défensif. Et puis, il y a aussi des choix. Mas Gradel qui est resté longtemps sur le terrain. Il n'était pas au milieu de sa forme. Et les Ivoiriens, la presse en général, n'a pas apprécié ces choix-là. Et déjà, lors du premier match face à la Sierra Leone, il y a eu, en première période, la titularisation d'un garçon comme Serge Aurier dans l'axe de la défense, alors que nous le savons tous, c'est un garçon qui est très performant sur le côté droit. C'est l'un des meilleurs à son poste dans le championnat de France. Et Hervé Renard avait vite rectifié le tir en deuxième période, ce qui avait permis aux éléphants d'avoir une animation offensive plus sincère. On a vu que face à la Sierra Leone en deuxième période, Serge Aurier a donné le ballon du premier but et a donné des occasions de but. Donc, c'est ce qui choque un peu la presse ivoirienne. Il faut qu'Hervé Renard puisse utiliser les joueurs à leur poste. Bien, Cholo Diomandé, on vous remercie pour votre intervention. On rappelle que vous êtes en direct du côté d'Abidjan et on s'est dit à très bientôt, Cholo. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, justement, Cholo Diomandé qui est en train de faire une analyse concernant cette rencontre, on va donc en profiter pour également s'intéresser à quelques cas du 11 entrant de la sélection camerounaise, notamment les performances aussi de ceux qui évoluent dans le football espagnol, en revenant sur l'analyse de la rubrique Média Presse, qui a titré cette semaine le journal Sport, Los Futuros Cracks, comme vous pourrez voir en image dans quelques instants, qui a marqué une vingtaine de joueurs qui, selon le magazine Sport, du côté du football espagnol, seront les futurs cracks du FC Barcelone. Et justement, dans ce magazine Sport, on peut remarquer, ça va être bien sûr dans quelques instants à l'image, qu'il y a quelques Camerounais, effectivement, il y en a deux, notamment le gardien Onana, et non pas Ondoa. Et également, on retrouve également au milieu de terrain un autre Camerounais, Captoun, qui est décidément un autre joueur qui brille de mille feux du côté du football espagnol. Alors, avec vous, Georges, le cas de ces Camerounais qui sont dans la réserve du FC Barcelone et qui brillent de mille feux, et quelques-uns qu'on retrouve en équipe nationale. Oui, c'est l'occasion ici de dire qu'il faut toujours saluer les initiatives sportives sur le long terme, c'est-à-dire que ces garçons sont issus d'une belle initiative, d'un projet d'un centre de formation qui, lors d'un tournoi, ils ont été repérés et qui sont au centre de formation du FC Barcelone depuis quelques années déjà. Donc, c'est tout bénef pour le football camerounais parce que le futur est assuré. Ça nous fait plaisir d'avoir de tels retours d'informations venant d'un championnat qui plus est l'un des meilleurs au monde, le championnat espagnol. Donc, on ne peut être que rassuré pour le futur du football camerounais. Très bien, par la suite, toujours avec le...
Oui, bien sûr. Guibous, quand il dit que c'est une belle initiative, il faut aller au-delà de cette information. Tous ces jeunes sont formés par la Fondesport. Et la Fondesport qui appartient à Samuel Eto'o. Oui. Il faut reconnaître l'initiative de Samuel Eto'o et vraiment le féliciter. Parce qu'il y a certaines personnes qui se demandent souvent qu'est-ce qu'il a fait pour le football camerounais. C'est une question qu'on ne devrait pas se poser. On ne devrait même pas se poser. Déjà, de par son talent et de par les jeunes qu'il a formés. Donc ceux qui l'ont détesté aujourd'hui vont applaudir ses enfants demain. C'est ça qui Très bien, on continue toujours avec l'actualité de la média presse, avec le magazine Sport, toujours en Espagne. J'espère que vous l'aurez en image, qui cette semaine a titré Sandro, Mouni, Yawa, Pide Passo, Dongo, Jamaï Dongo. Ça, c'était le futur cas dont je vous parlais. Et ensuite, voilà donc la titraille de cette semaine. Je réitère, Sandro, Mouni, Yawa, Pide Passo, Dongo, tout simplement parce que Jamaï Dongo a des performances au-delà de, entre guillemets, la normale, puisque Jamaï Dongo a inscrit son 4e but déjà en 2 journées de championnat. On va voir en image les 4 buts inscrits par Jamaï Dongo d'ailleurs. Une autre pépite du football camerounais qui se porte d'ailleurs très bien, Georges, avec, on voit à l'instant les 4 buts inscrits par Jean-Marie Ndongo, qui a un début de saison assez tonitruant. D'ailleurs, la presse espagnole quasiment oblige Luis Enrique à l'introduire en équipe première. Oui, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du football côté l'Espagne, ce n'est pas une surprise parce que ça fait quelques années quand même déjà. Il a fait ses classes avec le nouveau prodige du football espagnol, Mounir. Voilà, donc ça fait quelques années déjà qu'il s'illustre et moi je ne suis pas surpris parce que comme le disait Nasser, lorsqu'on a appartenu à la Fundes, dont l'initiateur est Samuel Eto'o, l'un des meilleurs attaquants qu'on a eu dans le football sur les 15 dernières années. Je pense que ce jeune homme a appris aux côtés du plus grand parmi les attaquants qu'on a eu dans le monde, je ne vais pas dire en Afrique, dans le monde. Donc je ne suis pas surpris, c'est normal qu'il évolue à ce niveau. J'espère qu'il sera bien encadré et qu'il sera à même de répéter ses performances chaque semaine et qu'il rejoindra bientôt les Lions indomptables. Très bien, ceci va nous permettre d'introduire le premier sujet de cette édition autour du clash à l'Olympique de Marseille entre El Loco Bielsa, entendez El Loco, le fou Bielsa, et le président Vincent Labrune. On va suivre ce petit reportage de Tony Labroche qui va très vite nous résumer l'actualité du côté de Marseille. Un autre président dans l'embarras. Alors que les internationaux de l'OM sont aux 4 coins du monde, Vincent Labrune n'a pas vraiment eu le droit à une trêve ce jeudi. Son entraîneur. Un autre président l'aurait accepté. Mais maintenant que je l'apprends en cours de route, je suis un peu révolté. Même si certains vont en douter. Quand le club a dit à On revient donc en direct sur le plateau. On a essayé de comprendre, ou du moins l'analyse menée par notre présentateur concernant ce sujet-là. On a dû observer un léger problème technique, ça peut arriver, c'est ça les conséquences du direct. Alors Lydie, avec quoi avec vous? Que se passe-t-il aujourd'hui autour de l'Olympique de Marseille avec l'attitude des locaux, El Loco Bielsa? Mais en fait, je pense que c'est une attitude qu'on a déjà vue chez Bielsa. Je pense qu'en fait, on parle de clash, comme d'habitude, on va dire c'est une envolée médiatique pour faire de l'argent autour de ça, parce que Bielsa a son caractère bien trempé. Je pense que ce n'est pas une nouveauté. Et en termes de clash, effectivement, faire une déclaration à une conférence de presse sur laquelle on va dire, il met en porte-à-faux son président. C'était peut-être la meilleure façon de s'exprimer. Mais en même temps, bon, de là à parler de clash, les joueurs, on l'a vu à travers différents reportages, ne sont pas plus affectés que ça. Le travail continue. Et je pense que c'est plus d'abord l'affaire des journalistes, comme d'habitude, que celle du club. Avec vous, Nasser Ndoya, vous qui êtes Marseillais de cœur, en tout cas, aujourd'hui, Bielsa avait-il le droit d'en arriver là avec son président? Il avait le droit, il l'a pris.
Je suis pour la liberté d'expression. Oui. Surtout quand cette liberté d'expression peut mettre des gens devant leurs responsabilités. Quand tu es président, tu as des responsabilités. Si tu as pris des engagements, il faut les respecter. Maintenant, il y a le fond et il y a la forme. Maintenant, pour bien comprendre cette situation, il faut connaître qui sont les protagonistes. Bielsa, c'est un caractère bien trempé, comme je l'ai dit, et c'est quelqu'un d'incontrôlable. D'où son nom, El Loco. El Loco. Maintenant, si on lui donne un surnom, El Loco, il faut qu'à la Bruno donne un surnom, El Mensonge, je ne sais pas. Donc, c'est pas mal, j'avoue, je ne m'y attendais pas. Donc, Bielsa, il est incontrôlable. Donc, quand la Brune recrute Bielsa, il sait à quoi s'y attendre. Il dit, ceux qui suivent l'activité de l'Olympique de Marseille pouvaient prévoir cela. Parce que Bielsa arrive, il ne donne aucune interview. Et lors de ce premier interview, on est totalement surpris que Bielsa dit que non, ce n'est pas moi qui contrôle tout. Le recrutement, ce n'est pas moi. Alors qu'on a recruté Bielsa pour qu'il gère le sportif. Mais aujourd'hui, Bielsa, certes, gère la partie technique, mais la Brune se comporte comme une sorte d'agent de joueur. C'est bien plaisant de voyager, de causer, de passer à la télé, mais si tu as recruté un médecin pour gérer ta clinique, tu lui donnes les clés pour gérer ta clinique. En même temps, rappelons que la Brune, c'est quand même l'amant de la présidente Margarita Defrez. Ça, j'en sais rien. Je prends sur moi de vous en informer. Alors, c'est Stéphane avec vous concernant toujours les méthodes de Bielsa à l'Olympique de Marseille. Vous semble-t-elle appropriée pour un club comme celui-là? Oui, je pense que caractère bien trempé ou pas, liberté d'expression ou pas, c'est sûr qu'un club, c'est d'abord un président avec les stratégies et un entraîneur qui assume la partie technique. Bielsa n'a pas à mélanger les deux. Je crois que ce genre de conférence de presse improvisée, carrément, parce qu'en vérité, il y a dans chaque club, me semble-t-il professionnel, un attaché de presse, des communicateurs. Il y a une attachée de presse dans le club, qui était d'ailleurs dépité. Lui, El Loco, c'est vrai que son nom cadre bien avec ce qu'il a fait, improvise une conférence de presse. Et alors que Olympique de Marseille est en train de gagner avec la manière, et les deux précédents matchs étaient des matchs superbement bien structurés et tout. Il n'y a aucun problème particulier, et il fait une conférence de presse. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas été attaqué à aucun moment. Donc, on peut se poser la question légitimement, pourquoi fait-il ces conférences de presse? Parce qu'il a le souci, excusez-moi, il a le souci, je pense que c'est d'abord un technicien. Il est entraîneur. C'est un technicien, c'est pas un homme d'affaires. Non, le contrat qu'il a passé avec la Brune, c'est une chose. Maintenant, s'il y a un problème de choix de joueurs sans son aval, il y a un cadre pour cela. Il devrait le faire dans ce cadre-là. Pas sortir une conférence de presse et défoncer son président. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que logiquement, la Brune, s'il veut garder sa dignité de président, devrait le virer. Très bien. Normalement, il devrait le virer. Au moins une mise à pied. Parce que ça ne se fait pas. Très bien, c'est un domaine qui a engagé les fonds et que ce genre... Heureusement que les joueurs, comme tu dis, ne sont pas affectés parce que les joueurs auraient pu en être affectés. Bon, déjà, premièrement, il y a quand même toujours les médias, comme d'habitude, qui en font leur chou gras. Non, c'est mon analyse, c'est pas les médias. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu, c'est pas les médias qui m'ont demandé de dire ce que je veux dire. Ça reste quand même un technicien qui a le souci, il a des performances, n'est-ce pas, et il a des comptes à rendre. Alors, il est important pour lui de dire ce qui se passe, ou le résultat de ce qui va se passer, ne m'appartient pas à 100% parce que ce n'est pas ce que j'ai voulu. Non, il tire sur son président pour un fait déjà passé, pour le recrutement des joueurs, donc il ne serait pas mis au courant. Très bien, avant qu'on se mette tous d'accord. C'est pas une question de liberté d'expression. Par rapport à cette analyse, on va tout simplement essayer de voir ce qu'a dit, ou du moins ce qu'a dit récemment en point de presse, Dimitri Payet, l'international français, autour de son entraîneur El Loco. Je connais parce que voilà, j'ai regardé des matchs, j'ai regardé notamment la finale de la Ligue Europa. Après, non, pas spécialement. Je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour nous. On a un groupe qui... Non, je pense que quand on a des jeunes joueurs... De Bielsa, comme on l'a vu tantôt avec Dimitri Payet, qui est décidément, Georges, en train de révéler que c'est un entraîneur qui a un style véritablement particulier, mais qui, tout de même, met relativement en confiance son groupe de jeunes joueurs. Oui, pour revenir à ce que les autres panélistes ont dit, la forme n'est pas adéquate. Mais le fond, il faut s'intéresser au fond du message de Bielsa. Parce que lorsque l'Olympique de Marseille aura des résultats pas satisfaisants, le public pointera du doigt Bielsa. Et lorsque vous avez un entraîneur qui se retrouve sur une aire de jeu avec des joueurs que lui, il n'a pas choisi, déjà, ça met beaucoup de pression à ces joueurs. Parce que le pauvre, le jeune, Doria, le Brésilien qui arrive, il va jouer en défense centrale.
alors que son entraîneur est en train de déclarer « je ne voulais pas de ce jour-là ». Donc le pauvre, il aura une pression supplémentaire. Lorsqu'on connaît un peu l'environnement marseillais, ce n'est pas la meilleure façon de démarrer dans un club. Donc la forme n'est pas bonne, mais dans le fond, ce que Bielsa dit, il a totalement raison. Il ne devait pas le faire comme ça, lui dire à ce moment précis, le lendemain d'une victoire, je suis parfaitement d'accord. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'un entraîneur arrive dans un club, il propose une liste de 17 joueurs, aucun n'a acheté, et que pour des raisons que personne ne connaît, on en achète d'autres que lui ne veut pas, et après vous allez lui demander des résultats. Exactement. Justement, lorsqu'on se remémore un peu tout ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille ces dernières années, on peut observer qu'on a semblablement eu le même cas avec le duel qui a opposé le président Labrune et notamment Didier Deschamps à l'époque. Ensuite, ça a suivi avec Pape Diouf et récemment Anigo, pas mal d'entraîneurs. Est-ce que finalement, le problème ne se pose pas aussi autour de Vincent Labrune, qui a tendance un peu à prendre des ailes? Il ne faut pas réduire l'avenir d'un club à un combat entre deux personnes. C'est un combat de personnes. S'il y a un problème entre les deux hommes qui s'arrangent ensemble, il y a eu le cas de Laurent Blanc avec la Fédération française de football, ça s'est fait en catimini si j'ose dire, et puis Laurent Blanc est parti parce qu'il ne trouvait plus son compte à l'équipe de France. Bon là, Bielsa, c'est son caractère, il faut le dire, mais néanmoins, je crois qu'il pêche pas trop de, comment dirais-je, d'impulsivité. Il n'aurait pas dû être aussi impulsif dans sa manière de faire. Parce que je continue à penser que Marseille peut, avec la gloire, enfin le passé qui est le sien, Bielsa, même s'il a entraîné l'équipe d'Argentine, l'équipe du Chili dans les années 2000 et 98, c'est vrai, mais par rapport au passé de Marseille, je crois qu'on ne peut pas se permettre de faire cohabiter un président, Vincent Labrune en l'espèce, et un entraîneur qui visiblement ne s'entendent pas. Oui, ça aura tôt ou tard des effets sur le jeu, sur les résultats. Parce qu'il y a aussi ça. Non, il faut respecter la place de chacun. Le technicien doit assumer la technique. Maintenant, s'il y a des griefs à formuler par rapport au recrutement des joueurs, il y a un cadre pour ça dans le cas de Marseille. Il peut aller voir Labrune, prendre un rendez-vous et puis qu'ils en parlent. Ils ne sont pas d'accord. Le fait de prendre à témoin le public, je ne vois pas comment ça peut apporter un plus au club. Je ne vois pas du tout. D'accord, très bien. Une réaction sans aucun doute. Oui, déjà, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense, en toute humilité, que si Bielsa le fait, c'est qu'il a essayé de communiquer et ce n'est pas passé. Exactement. Parce qu'au moment où il le fait... Déduction. Oui, parce qu'au moins il le fait. Labrune dit il est en vacances, il dit je suis en vacances, je peux me permettre quand même de prendre des vacances, ça fait longtemps que je ne les ai pas prises et je ne peux pas commenter ce que dit Bielsa. Donc je pense que lorsque vous avez un entraîneur en période de recrutement qui, lui, il a son président en vacances mais qui achète des joueurs par téléphone, pendant que lui, il a un travail à faire, je pense que ce monsieur, à un moment donné, il était excédé et il y a eu les réactions qu'il y a eu. Parce qu'un club comme Marseille, ce n'est pas normal. Lorsqu'on a des ambitions sportives, on ne peut pas se permettre d'avoir à gérer ce genre de crise, juste à peine à la fin du mercato, on sort d'une victoire. Marseille n'a pas besoin de ça. Il a le comportement d'un mec qui veut partir, quoi, en fait. Alors aujourd'hui, Marseille n'a pas les moyens de faire partie de ça. Alors Nasser, vous, si effectivement les résultats ne suivent pas avec Marcelo Bielsa, surtout à la suite de ce clash, que pourrait-il se passer à l'Olympique de Marseille? Si les résultats ne suivent pas, comme d'habitude, comme on ne peut pas virer les 23 joueurs, on va virer le coach. C'est simple. Et Bielsa, justement, il anticipe. Okay. C'est vrai que certains quelqu'un comme Roland Courbis, qu'on ne peut pas indexé d'anti-marseillais, avec son humour qu'on connaît, a dit qu'après avoir vu la victoire du PSG face à Saint-Etienne avec 5-0, il s'est dit qu'à tiens, je ne peux pas gagner le titre, mieux je m'exprime, quoi. Mais il faut dire une chose, concernant cette affaire Bielsa, c'est qu'entre Labrune et Bielsa, il n'y avait plus de dialogue. Oui. Déjà, il y a la barrière de la langue, mais ça n'explique pas tout. Le directeur général de Marseille, Labose, parle espagnol. Labose était devenu une sorte de président m'a dit. Chaque fois, il va voir Bielsa, il dit le président m'a dit ceci, le président m'a dit ceci. Mais à peine arrivé, déjà un langage des sous, ce n'est pas très bien. Après, en dehors de cela... Et je crois que Bielsa a viré d'ailleurs son traducteur. Oui, ce matin même, ils ont eu des échanges assez roulés. Okay. En dehors de cela, que Bielsa donne une liste de 17 joueurs, okay, et qu'aucun n'est retenu, qu'il apprenne que Mendes s'en va le même jour, qu'il apprenne que Doria arrive le même jour dans l'après-midi, ce n'est pas normal. Oui, et l'Olympique de Marseille a un souci de professionnalisme à plusieurs étages. Je pense que Bielsa doit et peut aider l'Olympique de Marseille à gravir un certain échelon. Mais s'il n'a pas toutes les clés de la limousine, ça va être compliqué. Cela dit, c'est la version de Bielsa, parce qu'en fait, ce que dit la bonne, c'est qu'on a recruté en tenant compte au maximum des avis de Bielsa. Donc c'est une parole contre une autre, finalement. Donc ce que dit Bielsa, c'est une chose, c'est vrai, au-delà de la parole, mais ce que dit Labrune, c'est aussi autre chose. Au-delà de la parole, les jeunes tenus compte des actes. Okay? Ils donnent une liste de joueurs, mais dans cette liste de joueurs, tu n'en as aucun. Par exemple, Mendes s'en va.
Ok, Mendes s'en va, mais il a une certaine expérience que Doria n'a pas. Bielsa a dit ceci à Marseille. Marseille n'a pas les structures aujourd'hui de recruter des joueurs hors du championnat de France. Parce que la vidéothèque de Marseille, le cabinet technique, n'a pas assez d'éléments. Quand tu veux recruter Doria, tu vas aller sur YouTube. Alors que si tu veux recruter... Mais Doria, justement, a été supervisé par les Oreador, comme on dit en espagnol. Les grands clubs. Oui, mais ces grands clubs, justement, ont la structure pour recruter à l'extérieur. Pourquoi ils ont des scouts, ils ont toute une vidéothèque, etc. Oui. Quelqu'un comme Bielsa, on l'appelle pas le fou juste. Bielsa, avant de recruter un joueur, il peut te voir au moins 1000 vidéos sur le joueur. Dans le championnat français, s'il veut recruter, je ne sais pas qui, quelqu'un comme Alexandrini, il y a de la vidéothèque pour ça. Mais s'il veut recruter un Doria, ça devient très compliqué. Marseille n'a pas cette structure. Donc c'est pour ça qu'il a dit que pour le moment, achetons français. Parce qu'on n'a pas la structure pour le dire. Il le parle avec son expérience. Très bien, Nasser. Ceci va nous permettre, n'est-ce pas, d'introduire la seconde rubrique de cette édition, intitulée la rubrique People Sport, présentée une fois de plus par Alexandrine et toi. De voiture, Karim Benzema s'est fait un cadeau exceptionnel, une Bugatti Veyron, estimée à plus de 2 millions d'euros. À son arrivée à Valdebebas, centre d'entraînement des Madrilènes, il n'est donc pas passé inaperçu. Jean-Alain Bonson connaît quelques soucis sur le web. Une série de tweets étranges et insultants ont été postés via son profil, sur lequel il est décrit comme un menteur, un vicieux, fréquentant des call girls. Victime sans surprise d'un piratage, le très sobre consultant de Beansport a porté plainte, comme il l'a annoncé quelques minutes plus tard. Le nouveau joueur de Liverpool, Mario Balotelli, n'a pas tardé à se mettre en évidence à l'entraînement. Non pas par des frappes sublimes ou des gestes techniques remarquables, mais plutôt parce que l'attaquant italien n'a pas été capable d'enfiler correctement son chasuble. Une scène pour le moins cocasse, mais pourtant loin d'être inédite. Une star de X veut coucher avec chaque fan du Barça. Janera Ventura, une star canadienne de 27 ans, veut coucher avec chaque fan du Barça si les Catalans remportent le titre cette saison en Liga. Un ticket d'entrée au stade ou une carte de membre de Barcelone suffira comme preuve. Geisha, la copine de Mario Balotelli, n'a pas hésité à publier une photo d'elle en tenue osée. Rappelons que le mariage est prévu pour très bientôt. Retour en effet sur le plateau de Samedi Sport, hein, après cette rubrique People Sport qui a fait réagir pas mal sur ce plateau. D'ailleurs, on va prendre la réaction de Nasser Ndoye qui décidément a eu quelques petites nouvelles qui l'ont pas laissé indifférent plus que cela. Honnêtement, je dirais que la jeune dame qui veut faire dodo avec les fans du Barça... c'est dommage que vous n'ayez que constaté que cela. Non, c'est il y avait tellement d'informations. Oui, il y en avait tellement d'informations. Je m'attendais à ce que vous m'en donniez une autre que celle-là. La belle voiture de Benzema, non, bon, et toi, on a déjà eu une belle voiture, donc ça ne sert plus à rien d'en parler. Donc, je veux juste dire que le Barça, c'est une équipe que je supporte beaucoup. Ah, d'accord, je comprends. Je suis un fan du Barça. Et que sans doute vous avez votre carte, mais vous préférez ne pas en parler. D'accord. Et il y avait quoi, mon peut-être, à la suite de cela, de cette rubrique Mais enfin, moi, je reviens un peu sur l'affaire Boomsong. Je trouve ça juste dommage. Je pense que l'affaire Eto'o a donné beaucoup d'idées à beaucoup de personnes et il faudra un moment que ça s'arrête. Parce que si on ne punit pas les personnes qui sont derrière, je pense que c'est une envolée vers n'importe quoi et que ça va arriver tous les 2 mois ou tous les 3 mois, on aura une affaire comme ça. Très bien, ceci va nous permettre d'introduire le second sujet de cette édition autour de l'homme qui est le plus influent dans le marché des transferts. Il était au cœur de tout
les clubs cette saison pratiquement. Il est proche de tous les présidents de clubs, pratiquement tous en tout cas, les plus influents. Il s'agit simplement de Jorge Mendes. Alors avec vous, Georges Gimbous, qui est donc ce fameux Jorge Mendes? Ben, ça, c'est une très bonne question parce que ce personnage, c'est une énigme. Jorge Mendes, c'est quelqu'un qui s'est essayé au football jusqu'à l'âge de 20 ans. Il n'était pas très talentueux, il a arrêté. Il s'est essayé, il a eu un vidéoclub qui ne marchait pas très fort. Il a été DJ dans une boîte de nuit. Il a possédé une boîte de nuit. Et en 1996, on ne sait trop comment, il crée sa structure Gestifoot, qui aujourd'hui est une structure de management sportif extrêmement puissante parce qu'il gère tout ce qu'on compte de grands talents dans le football en termes de joueurs et d'entraîneurs. Ronaldo, je parle de Cristiano bien sûr, Mourinho, il a environ 20 joueurs de très haut niveau. Rien que cet été, lors du marché des transferts, il s'est fait 32 millions d'euros en commission. Et au jour d'aujourd'hui, Jorge Mendes pèse près de 500 millions d'euros. Donc pour un agent de joueur, je crois que ça fait 3 ans déjà qu'il est élu meilleur agent dans le monde. Donc c'est un personnage parti de CCA footballeur, passant par vendeur de vidéos à DJ et patron de boîte de nuit. En arrivé là, quelques 15 ans plus tard, je pense que c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Alors, il dit avec quoi avec vous sur le cas Jorge Mendes? Il a décidé une carrière assez atypique. Oui, j'avoue, mais je ne suis pas tellement d'accord avec mon voisin. Pour une simple raison, oui, non, mais je veux dire par là que je trouve que c'est une belle carrière, effectivement, mais de ce que je sais, même son vidéoclub était déjà une réussite. Et en plus, il ne pèse pas 565 millions d'euros. C'est Gestifoot. C'est Gestifoot, ce sont les actifs, donc il faut déjà remettre les choses enfin un petit peu dans leur contexte. Non, je pense que c'est vraiment une belle carrière, c'est une belle réussite, mais c'est un vrai businessman. En fait, être un businessman, on peut être autant dans des nightclubs que dans la vidéo, que dans Si vous avez les contacts, si vous savez faire, n'est-ce pas, du business, vous pouvez réussir. On n'a pas besoin d'être fouteux pour ça. Très bien. Alors, vous, Nasser Andouya, Jorge Mendes qui a décidé, comme l'a dit tout à l'heure les panélistes, un certain nombre de joueurs, d'ailleurs considérablement. On peut parler de Falcao, Di Maria, James Rodriguez, Ronaldo, un entraîneur Mourinho, De Gea. Un moment, du côté de la sélection brésilienne, il avait à lui tout seul 80% du 11 entrants brésiliens dans les années 2011. Et en 2012, à l'Euro 2012, il avait 17 des 23 joueurs portugais. Ah oui, c'est quand même. Donc, Jorge Mendes, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui comme agent de joueurs. C'est vrai qu'on va aussi parler de Mino Raiola, qui gère Zlatan Ibrahimovic, notamment. Pogba, Matuidi, Zlatan, oui. Mais Mendes, ce n'est pas que le côté gestion de joueurs, vente de joueurs. C'est aussi un très bon manager. Par exemple, Ferguson disait de lui que c'est quelqu'un qui te donne l'envie de travailler avec lui. Quand Cristiano Ronaldo allait au Real de Madrid, Mendes était inquiet. Il se disait que non, c'est un club où il peut se brûler les ailes. Donc Mendes s'intéresse vraiment à son joueur, au-delà du chiffre qu'il va faire, mais il s'intéresse vraiment à la suite. Et certaines personnes disent même que Mendes, avec son écurie, peut gagner une Champions League. Et quand il a Mourinho comme coach, il a aussi également Diego Simeone comme coach. Donc c'est vraiment la crème de la crème aujourd'hui. Donc, comme vous avez dit, son parcours est vraiment excellent. C'est-à-dire il a été un bon manager de son vidéoclub. Il le démontre aujourd'hui. Je vais faire une petite chute aussi au niveau local. Au Cameroun aussi, on peut avoir notre Mendes à nous, puisque quelqu'un comme Maxime Nana, qui gère des carrières comme Nkulu, de tous les jours pratiquement, donc c'est un peu le petit Mendes camerounais, quoi. D'accord. Avec cette vidéo, on va essayer de voir, n'est-ce pas, à quel point cet été, Jorge Mendes a pesé sur le marché des transferts, notamment les 10 transferts les plus conséquents de cet été. À lui tout seul, il en avait les 4 principaux. Suivez plutôt. On a un petit problème technique. En tout cas, on espère que la technique nous permettra de pouvoir visualiser ensemble, n'est-ce pas, cette vidéo autour des 10 meilleurs transferts réalisés cet été. On parlait justement de ces transferts-là. On a observé que le premier d'entre eux, c'était le joueur uruguayen qui a signé du côté du FC Barcelone. Et ensuite, il y a également James Rodriguez, qui est un pur produit de l'effectif de Mendes. Oui. Falcao également. Il y a eu Di Maria, puisque Di Maria c'est 75 millions d'euros. 75 millions d'euros. également Mendes. Diego Costa aussi. Diego Costa qui est 40 millions d'euros, qui est Mendes également. À cela, on ajoute aussi Lakim Mangala. Lakim Mangala également 54 millions d'euros, qui est Mendes également. Mais Georges, on a parlé comme vous l'avez dit tout à l'heure, les commissions touchées par Mendes à la suite
éventuellement de ces principaux joueurs qu'on a évoqués, 30 millions d'euros. Ouais. On parle de 30 millions, oui, exact. 30 millions de livres. 30 millions de livres sterling, donc on parle à peu près de 32 millions d'euros. Mais là, je ne suis pas très d'accord avec mes amis Nasser et Lydie. C'est que Jorge Mendes, effectivement, c'est une très belle réussite. C'est un exemple pour tout agent de joueur. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a très souvent été impliqué dans des transferts controversés. D'ailleurs, il a plusieurs procès en cours jusqu'à l'heure où on se parle. Parce que Oui, tu disais. Notamment, il y a eu des transferts à Manchester United où Ferguson a avoué n'avoir jamais vu les joueurs qu'il est en train d'acheter. Donc, il y a eu beaucoup de transactions pas très claires autour de Jorge Mendes. Il a possédé des équipes nationales parce qu'il est aussi agent d'entraîneur. À un moment donné, il possédait toute l'équipe du Portugal. Il avait même le droit d'entrer dans les chambres de joueurs pendant les compétitions internationales parce qu'il avait été l'agent de Scolari. Et Scolari lui ouvrait la porte au Real de Madrid aujourd'hui. Mais ce qu'il faut souligner derrière ça, moi, ce que je retiens de Jorge Mendes, c'est que la profession d'agent de joueur aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'essaient à ça. Ça demande beaucoup de travail, ça demande un gros réseau relationnel, mais ça demande une chose, de très bons joueurs. Parce que Jorge Mendes est la personne qu'il est aujourd'hui, parce qu'à ses débuts, en 97, il a eu de très bons joueurs, notamment Cristiano Ronaldo et Pepe, qui étaient des jeunes que personne ne connaissait, mais qui se sont révélés bons. Lorsque vous avez de bons joueurs, des grands clubs vont vous appeler. D'accord, très bien. Alors avec vous, Cestan Djamel, restons sur le cas de Jorge Mendes, on l'a constaté, à lui tout seul, quasiment, il a une sorte de monopole, entre guillemets, au niveau des joueurs, d'un certain nombre de joueurs conséquemment. Est-ce que ce n'est pas déloyal tout cela? Non, je crois que c'est vrai qu'on peut dire de Mendes c'est un peu le triomphe de l'audace. Je crois que quelqu'un qui en voulait beaucoup. Je crois que le témoignage des différents entraîneurs européens le disent très très bien. C'est quelqu'un qui est très très affectif dans sa manière d'aborder, même s'il reste très rigoureux. Je rappelle que quand il fait partir comment dirais-je, Ronaldo Cristiano de Manchester au Real, c'est quand même 94 millions d'euros, quand même un record à l'époque. Je pense le record. Hein, et aujourd'hui, il y a même des chances que, parce que Florentino Pérez, qui est le président du Real Madrid, puisque Di Maria, ça s'est très mal passé avec le transfert de Di Maria, il a l'intention, dit-on, de vouloir prendre sa revanche et de faire revenir Cristiano Ronaldo au Manchester United. Bon, ça c'est des rumeurs pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. Donc il en est capable. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan économique, c'était un excellent opérateur économique qui a bien réussi. Je crois que sa fortune n'est pas loin du demi-milliard d'euros, malgré ce que dit Lily. On ne va pas discuter. Cela dit, il a quand même mis en place, il est très futé, une société qui s'appelle Sport Quality Investment, qui est un fonds d'investissement auquel il a associé d'autres personnes aussi. C'est quelqu'un de Chelsea. Chelsea. Et je crois que là, maintenant, il est en train de vouloir prendre les droits économiques sur chaque transfert de joueur. Et d'autres pourraient venir miser sur le transfert éventuel de futurs joueurs. Donc, vous voyez qu'il a mis sur place des mécanismes qui pourront... Est-ce qu'il n'abuse pas? Est-ce qu'il ne profite pas non, des failles du système par rapport à quelle actuel? loi? Non, s'il y a des failles dans le système, Merci. effectivement, on ne peut pas dire qu'il en abuse. Disons qu'il profite des failles du système, tout simplement. Abuser, ça veut dire qu'il y a un droit qui est transgressé, donc il fait un abus de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est la libre économie. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, avec l'utilisation éventuellement des fonds d'investissement. il avait envie de réussir. Je crois que là, la volonté, l'audace, la motivation, le désir ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on trouve que c'est quand même le gestionnaire le plus influent de football. Il est très intéressant parce qu'en fait, il montre vraiment la transgression du football game vers le football business. Je pense que c'est vraiment le meilleur exemple parce que ça montre à quel point, premièrement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de limite. Et tant qu'il n'y en a pas, le business peut prospérer et prend le dessus sur le sport. Très bien, on va donc suivre tous ensemble lors de la remise des Grammy Awards l'année dernière, qui avait été une fois de plus remis à Jorge Mendes. Suivons plutôt. So as Rob comes up to the stage, again we reflect on that very impressive shortlist. And in fact, let's just get a quick word with Rob about that shortlist as well. Nice to see you, great to have you with us. Glad to be here, thank you. In terms of what we heard a little earlier on from Giovanni, some very, very eloquent words. Is the world of the football agent in a good place at the moment? I don't think so. It's under a lot of pressure, sometimes understandable, sometimes not. And from the association who assist all the agents, the EVA, for it's Giovanni Branchini and myself were in principle the founders. We try to bring more transparency in the world of agents, bring them more up, and get some more respect for the certain part of agents who do quite a good job. In the speech of Giovanni, he explains exactly how it feels trying to do your job in a correct way. It's not always about money. There is a certain group of agents who are doing this from the heart.
And I think Giovanni is one of them, George is one of them, and many of them do this. Many of them should be criticized, I fully agree, but the part who's doing a great job should be more respected. Thank you very much indeed for those words. Rob, if I could ask you please to reveal to us who is the Globe Soccer Best Agent of the Year award winner. Yeah, there we go. Trying to see where he is at the moment. Yeah, it's getting a little bit particular, of course, because the gentleman who wins him this year is an agent who I know quite well. He always phones me and he says, I'll call you back tomorrow. Many of us know that. I like him, I love him a little bit, he has a great family, they're all here tonight. And maybe it's a surprise for everybody here in Dubai, but my good friend George Mendes is doing it again. George wins his 4th Globe Soccer Award after having revolutionised the footballing panorama in 3 championships. Falcao going to Monaco, Mourinho from Spain to England before completing the renewal of Cristiano Ronaldo's contract with Real Madrid, bringing the Portuguese star to be among the highest earners of all time. George's success has an even greater meaning considering his direct competitors in the shortlist drawn up by IFA, all potentially worthy of an award. Congratulations to you, George. I'll let Ms. Janssen hand over that award to you. And George, very quickly, if I could just ask you a couple of questions. Regarded as one of the most successful agents of the modern era, is it the best job in the world? Would you do anything else? No. Do you know why? Because I'm very happy because I'm with my family at the moment. Perfect, okay, yeah. And sometimes, or most of the time, it's impossible. Yes. Because of the travel that is involved, because the amount of time you have to spend in different countries? I think that people has no idea, but okay, I keep going, and this is the most important. And give me the opportunity just to thank you very much to all of my players, my managers, my family. This is the most important for me in my life. My wife, the most important for me in my life, because she has being with me all the time, and she is very important for me, and the family is the most important thing for us. Thank you very much. Thank you, George. Congratulations. Retour sur le plateau de Samedi Sport à la suite de cette remise de trophée de Jorge Mendes la saison dernière, qui d'ailleurs remerciait la présence de sa famille. Et on a observé la table qui a été indiquée, qu'il y avait pas mal de personnes dont on avait déjà évoqué sur les plateaux de Samedi Sport, notamment les Qataris, et aussi le vice-président, du moins le directeur de l'AS Monaco, Olivier Abeco. Oui, non, mais en fait, moi, c'est par rapport plutôt aux réactions off de Georges. J'aimerais bien revenir. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, ce que je dis, moi, c'est une très belle réussite financière et sportive. Et Georges Mendes représente très bien le monde actuel, c'est-à-dire que tout pour l'argent. Parce que moi, que la FIFA célèbre ce personnage, pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est une très bonne chose, mais c'est au-delà de l'éthique sportive, parce que lorsqu'on voit des pratiques qui ont été faites sur certains transferts, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des procès en cours, parce que il y a le transfert de Ronaldo, il y a des commissions occultes, on ne sait jamais par où l'argent est passé. Georges Mendes, très souvent, déclare « j'ai rien touché sur ce transfert », mais il paie 500 millions. 500 millions d'euros, on ne sait pas comment il fait. Il s'associe à une structure en Angleterre dont j'oublie malheureusement le nom pour la promotion des sportifs portugais en première ligue. Qui est une procédure d'ailleurs légale. Légale, mais sauf que lorsqu'il a des transferts sur ses joueurs, il déclare qu'il n'a pas touché d'argent. Parce que l'argent passe par l'Irlande, après ça va au Qatar, ça ressort dans ses comptes, on ne sait pas trop comment. Et légalement, il n'a aucun droit sur les joueurs. Enfin, il n'a pas touché d'argent sur les joueurs. Paradis fiscaux. Il n'est ni arbitre, d'accord, et il n'est dans aucune fédération. Il est businessman et il est agent de joueurs. Quand, justement, revenons un peu sur la FIFA, avec les nombreux scandales qui ont incendé la FIFA, je me demande encore comment c'est possible qu'une telle institution en Espagne n'ait pas été, on va dire, remise à zéro, et qu'on a un Sepp Blatter qui se présente pour la 5e fois, et en toute impunité. Donc, commençons par là. Commençons par l'essence même, n'est-ce pas, et la fédération qui on ne peut pas refaire le débat autour avant de revenir. C'est un businessman. Je veux dire, il a le droit d'exister. Tant qu'il y a, comme Célestin l'a dit, il n'y a pas de loi qui l'interdise de prospérer, il continuera. Alors qu'on mette en place des lois. Georges, justement, avec vous et également Nasser Ndoya, restons sur le cas de Falcao, en fait, qui était attendu
du côté du Real Madrid. En tout cas, la presse espagnole a longtemps espéré que Falcao devait rejoindre l'équipe madrilène parce qu'elle considère aussi que Jorge Mendes, c'est en réalité le président dans l'ombre de ce club. Et malheureusement, ça ne s'est pas produit. Aujourd'hui, il y a un clash avéré entre Florentino Pérez et cet agent de joueur, Jorge Mendes, dont il veut se séparer d'ailleurs. Il faut dire, Jorge Mendes est un businessman. Si Manchester United lui donnait une somme qui lui permet de gagner plus d'argent, il transfère Falcao à Manchester United. Il ne peut pas faire des sentiments. Il faut dire que le Real de Madrid s'est aussi construit avec Jorge Mendes, tout comme Monaco s'est construit avec Jorge Mendes. C'est-à-dire, quand tu as un projet comme ça. Et le Manchester United de ces dernières années aussi. Le Manchester United aussi. Même comme Manchester United peut le faire sans Jorge Mendes. D'ailleurs, on va écouter ce que pense Wayne Rooney de l'arrivée de Jorge Mendes. Ça a été ces derniers... De Falcao, autant pour moi. Merci Nasser Njoya. Ça a été ces derniers jours en sélection lors de la rencontre face à la Suisse. Bien évidemment, je ne sais pas si cette arrivée peut affecter mon statut. Plus, les joies du direct. Effectivement, qui peuvent nous amener de temps en temps comme ça à revenir assez rapidement. Alors, avec vous, Célestin Djamel, le cas de Falcao avec Mendes, du côté de Manchester United, ça a été une véritable surprise, coup de tonnerre. On l'attendait peut-être au pire des cas d'Angleterre du côté de Manchester City. Et Mendes a une fois de plus trouvé le moyen de le positionner à Manchester United. J'ai l'impression que le football est devenu une vaste Texas, où les lois de l'argent dominent à tout crin. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que Falcao est passé au Monaco comme dans une espèce de purgatoire, en fait. Il était en stand-by pour aller plus haut, parce qu'en vérité, Falcao, il a passé 9 mois à Monaco, enfin une saison, il était blessé tout le temps. Et aujourd'hui, ce qui démontre encore que M. Mendes, il n'est pas là pour les beaux yeux de qui que ce soit. Il est là pour faire son business. Il a pensé que Falcao était un joueur extrêmement bancable, donc il ne méritait pas Monaco, il devait partir à faire mieux, faire ses écoles ailleurs. Donc Monaco lui a servi un petit peu de tremplin ou de purgatoire, je n'en sais que trop rien. Aujourd'hui, il est placé avec, tu sais que Monaco, Mendes a 10%, ça c'est officiel, de commission sur chaque transfert qu'il prend. Oui, bien sûr. 10%. Alors que la et loi dans la réalité, 7%. Oui, il prend 10%. Au moins, c'est déclaré. C'est écrit partout. Au moins, c'est déclaré. Mais je veux dire, c'est un homme extrêmement riche. Il déclare. Dans le cas de Falcao, bon, effectivement, les joueurs sont devenus des vrais produits. Mais il a réussi quand même l'espoir oui, c'est un espoir personnel. Falcao a pratiquement 14 millions d'euros de revenus à Monaco la saison dernière. Et aujourd'hui, du côté de Manchester, on parle de quasiment 22 millions d'euros. Que l'éthique n'existe plus en football, quoi que disent M. Blatter ou M. Valque. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est une vaste entreprise où, d'ailleurs, le football, s'il n'y avait pas d'argent, tous ces transferts qui ont eu lieu, les supporters, je veux dire qu'ils sont très ravis quand les stars, les vedettes arrivent dans leur club. Donc aujourd'hui, nous sommes sous la dictature de l'argent dans le football. Et quand on organise, vous avez vu au Brésil, le FAST, et même avant, en Afrique du Sud, c'est une question d'argent. Aujourd'hui, la FIFA est la plus grande entreprise du monde. Il brasse des milliards de droits TV et d'images chaque année. Il faut le savoir, ça. Donc Mendes s'engouffre dans ce panier, si j'ose dire, à crabe. Il fait son beurre. Et puis on peut aller le reprocher. Tant que les lois ne les a pas transgressées, bon, même si Georges dit qu'il y a des procès en cours, on attend qu'il soit condamné. Pour l'instant, il n'est pas condamné. Donc on considère que, pour l'instant, il est clair, non pas comme l'eau de roche, mais en tout cas, il fait son travail de façon correcte, en respectant les textes. Aujourd'hui, bon voilà, il fait son business et puis il dit qu'il sait faire que ça, mais il est parti à un vidéoclub, c'est vrai, il a réussi, maintenant il est dans le football, ça rapporte plus d'argent. Très bien, oui, il faut dire une chose, que le football soit devenu du business, vraiment, je ne trouve pas quelque chose de négatif à cela. Parce qu'il faut dire que Manchester United, qui a été le plus actif sur le marché des transferts, cette saison a quand même fait 31 ou 32 millions d'euros de bénéfices. Il faut dire que ces joueurs sont des acteurs de cette cash machine. Donc, ils sont des acteurs de cette cash machine. Ouais. Et on n'a jamais appris quelque part qu'un joueur arrivait dans le bureau d'un président avec un pistolet sur la table en disant tu me signes 20 millions d'euros de salaire. Non, le président le signe, on le voit tous avec la photo, le maillot, tout sourire. Ils ont des revenus aussi. Ils ont des revenus que génèrent. D'où le mérite. Les entrées au stade, les entièrement les salaires. Et quand il y a des stars sur le terrain, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a des supporters qui viennent voir le match, donc ça fait rentrer de l'argent. Mais ça, excusez-moi, ça dénature quand même un petit peu le sport. Pourquoi est-ce que le football doit être l'essence de la morale? Je vous en prie, Célestin Djamel. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que les produits dérivés génèrent beaucoup d'argent, les supporters sont enthousiastes. Quand on reçoit les bras au PSG, tout le monde est content, tout le monde crie, bravo le PSG, et Marseille se tait. Donc ça fait plaisir aux fans, aux supporters, quoi. Je veux dire que
Dans le football, l'argent a gangréné malheureusement positivement le football. Bon, personne ne s'en plaint et puis c'est comme ça. Très bien, c'est Benjamin, très bien Nasser Njoya, très bien Diabeko, également Georges. Ceci va nous permettre de passer à la troisième rubrique de cette édition, intitulée la rubrique ZapNet. It's just a little samba. This is just a little samba. With all the typical drama. FIFA 15. Nice to meet you. Have a seat. Yeah. Yeah. Initial reaction is. No. What do we think of that? Yeah, it's too much for me. Bam. Ben, yeah. Check this out. That is great. Feel the magic in the air. I love it in my all air. Ale, ale, ale. Feel the magic in the air. I love it in my all air. Ale, ale, ale. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Chowky. Retour sur le plateau de Samedi Sport avec la présence de nouveaux spécialistes concernant le basketball. En effet, ils sont deux. Le premier d'entre eux, c'est Yves Ngono. Yves Ngono, bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir à nos chers téléspectateurs. À ses côtés, Steve Ngassa. Steve Ngassa, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que les deux sont les spécialistes du basket dans ces éditions de Samedi Sport. Alors, on va s'intéresser à cette nouvelle pépite du sport camerounais, le dénommé Joel Embiid, qui décidément, du côté des États-Unis, est un véritable prodige, Steve Ngassa. Tout à fait. Il a été choisi numéro 3 du draft, donc ça veut déjà dire tout son potentiel. Il aurait pu être premier aussi. Il aurait pu être premier, malheureusement une petite blessure a limité cet exploit d'être le premier Africain numéro 1. Mais néanmoins, numéro 3 étant blessé, c'est déjà tout un exploit. D'accord, très bien. Alors, avec vous, Yves Ngono, le cas de Joel Embiid, du côté des États-Unis, je me souviens encore, il y a quelques mois, c'était la première fois que cela arrivait dans ce sport de haut niveau, qu'un sportif
en moins de 3 ans, ou à peine 3 ans sur le sol américain, en train de pratiquer cette discipline, est déjà à ce niveau. Oui, il faut avouer, l'ascension de Joël a été très fulgurante. Surtout pour un sportif qui ne pratiquait pas cette discipline. Exactement, parce qu'il faut le préciser, il y a 4 ans, Joël ne pratiquait pas au basketball. Il a commencé le basketball à Yaoundé, à Kosango Academy avec le coach Moudio. Et de là, il est parti au camp Luc Richard en Bahamouté. Et il a été invité à Basketball Without Border, qui est organisé par la NBA afin de pouvoir détecter des jeunes talents qui plus tard pourront éclore aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il a été sélectionné. Il est parti aux États-Unis. Grâce à Luc Bahamouté, effectivement. Oui, exactement. Grâce à Luc Richard en Bahamouté. Parce qu'en fait, Basketball Without Border, comme je l'ai précisé, est organisé par la NBA. Et les Africains qui jouent en NBA sont toujours présents lors de ces camps de basket parce qu'ils servent comme des instructeurs. Donc c'est comme ça que 5 jeunes Camerounais ont été invités. Joël en faisait partie et puis il a été sélectionné, il est parti aux États-Unis. Très bien. Ceci va nous permettre de suivre tous ensemble, n'est-ce pas, ce reportage qui relate un peu la présence de Joël Embiid du côté des États-Unis, son arrivée, etc. I think it was in 2009 or 2010. At that time, I was playing volleyball and then started watching like NBA games. I think I watched the year the Lakers and Kobe won and just fell in love. And then I was just like, maybe I can do this. I'm from Yaoundé, Cameroon. Yaoundé is the capital of Cameroon. Before I went to Kansas, I thought I was going to redshirt my freshman year, so I got there and then Coach Surf told me that I will be the first pick. I actually didn't believe it because in high school, I didn't get to play a lot. My dad obviously wanted me to be a volleyball player, but my dad decided to let me try basketball and I guess it worked out. They'll drop it down to Olajuwon. Spins on Robinson, back one way, back the other. Oh, my goodness gracious. I know much about Hakeem Olajuwon because my coach back home, he gave me a tape of Hakeem just to watch it every day. I tell you, Olajuwon has David Robinson just bamboozled. And every move he did, trying to repeat every time. Shot fake. That's nice. I see you, baby. Back in college, I didn't really get to show what I could do. The main thing for me was hard work, always in the gym, always working. I see you. Face him up. Shot fake. That's nice, Joe. Jojo, all you do is throw him on the floor. You haven't seen this kind of athlete, I don't think, ever. His athleticism is off the charts. And he's got a tremendous work ethic. He's going to get out here and he's going to practice. Come across big. Ball. I see you. Face him up. Shot fake. That's nice, Joe. I need to work on everything. I want to be a complete player. Handles, stay rebounding, post moves, shooting the ball, everything. Good balance, 2 feet. 2 feet, that's nice. That's nice. Anybody that sees him is going to shoot. He can shoot the ball. His range is not a problem. He's got a great touch around the basket. He can shoot the 15, 18. Face him up. Good shot, Jojo. I think I've had so much success because I've always listened to my coaches. 2 feet, that's nice. That's nice, baby. You're gonna step back on him. I love that. Just learned that I gotta work hard to reach my dreams, and that's what I've been doing. And I want to play against the best, and so I just want to go out there every night and compete against them. That's nice. I mean, for me, I still can't believe it because it's gone so fast. I can still remember my high school days, and I still can't believe that just in 2 years, my dream has become reality. On a vu cette vidéo de Joël Embiid. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes, il est possible pour vous, bien sûr, de réagir dans le cadre de cette édition sur les pages Facebook Samedi Sport et sur exceptionnellement la page Twitter Samedi Sport. Alors, quelles sont vos réactions à la suite de cela? On écoute Joël Embiid en train de dire I still can't believe this. Ouais, c'est le rêve américain qui est devenu pour lui le rêve camerounais. Parce que en 4 ans, avoir une telle ascension aussi fulgurante,
Ça veut dire que les jeunes doivent s'inspirer de ça et ne jamais perdre espoir. Est-ce que finalement, Yves Ngounou, ce n'était pas le destin? Parce qu'on est arrivé là de la sorte, il y a quand même un choix du destin tout de même. Ben, clairement qu'il y a un peu de tout ça, parce que le simple fait qu'il soit déjà un 7-footer, parce qu'il faut préciser, 7-footer, c'est un joueur de 2,13 m, c'est pas donné à tout le monde. Et en NBA, la taille, c'est déjà un atout très majeur. Ça, Joël l'avait déjà. Et maintenant, le destin, comme vous l'avez signalé, en 3 ans, il réalise son rêve, ce qui est vraiment formidable. D'accord, très bien. Ceci va donc nous permettre, comme on vous l'a dit tantôt, on va vous faire revivre la draft, cette soirée autour de Joël Embiid, comme si vous y étiez. On vous invite donc à suivre cette vidéo lorsque, effectivement, la draft se réalisait. With the 3rd pick in the 2014 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Joel Embiid from Yaoundé, Cameroon, and the University of Kansas. He seems confused. I think Joel knew it was Get Joel some coffee. Embiid recovering after surgery on a broken navicular bone. This is the guy that, Jay, you believe is the top talent in the draft. I do think he's the #1 overall prospect. 7 feet tall with a 7'5" wingspan. Enjoy your favorite beverage. There'll be more to come later. But he can run. He's got great hands, amazing feet. I'm telling you, Reese, I mean, I'm not saying he's going to be Olajuwon, but you put him side by side as freshmen, you cannot tell them apart. He's a rim protector that's got defensive range. He doesn't just block shots around the rim. He can move and block shots and block them outside the lane. And on the offensive end, he can post up and score with his back to the basket. And he keeps adding things to his game. He can step away, knock a shot down, turn around jumper. He's got a jump hook. He can play pick and roll basketball. He's got terrific feet. And his hands are terrific. And he's going to get better and better and better. His productivity per 40 minutes, 19 points, 14. Où était-il, Joël Embiid, Yves Ngounou, sur cette vidéo? On le voit dans un salon. Qui avait-il auprès de lui, autour de lui, lors de cette vidéo? Ben, il faut préciser, Joël Embiid n'a pas été présent à New York lors de la draft NBA, justement parce que quelques jours, la semaine précédente, il avait subi une opération chirurgicale à cause d'une fracture de fatigue au pied, donc ce qui avait empêché le déplacement, le voyage. Et autour de lui, il y avait sa famille, il y avait son papa, il y avait sa maman, et puis il y avait son agent. Il était du côté de New York alors que la draft avait lieu, du côté de Los Angeles alors que la draft avait lieu à New York. Justement, on va voir avec la participation de la technique, n'est-ce pas, une photo qui nous intitule, ou du moins nous révèle la présence de ses parents lors de cette soirée-là. On voit justement à côté son, oui, là, son on papa voit sa maman à sa droite et puis son papa à sa gauche en train d'applaudir après la sélection, après qu'on ait annoncé le numéro 3 de la draft, le 3e choix de la draft. Très bien, vous parlez de son papa. Nous l'avons justement en ligne, en direct du côté de Yaoundé. Monsieur Embiid, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Merci de moi. Très bien. Alors, Monsieur Embiid, comment était votre réaction ce soir-là du côté des États-Unis lors de la draft de votre fils? Ben, c'était une soirée de draft. C'est vrai. Nous avons pu nous attendre à mieux parce que initialement, il était prévu que nous allions à New York pour la cérémonie de la draft. Et 5 jours auparavant, Israël s'est fait opérer, donc nous avons décidé de passer la draft à Los Angeles. D'accord, très bien. Quelle a été donc votre émotion? Parce que je suppose, j'ai vu votre épouse qui était à côté, notamment la maman de Joël, qui était tout émue. Je suppose que vous concernant, ça a été vraisemblablement la même réaction. Oui, et justement sur l'image que vous avez, c'est pas mon épouse, c'est pas mon épouse, c'est la sœur de Joël qui était à côté. Mais ça n'a pas été également à côté de moi, mais c'était une joie parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, 3 ou 4 jours avant, on vous annonce que tu es premier de la draft et ensuite, le jour J, on se retrouve en train de spéculer est-ce qu'il sera choisi, est-ce qu'il ne sera pas choisi. Et c'était vraiment une grande surprise pour nous qu'il soit choisi en 3e position.
Monsieur Embiid, est-ce que vous avez eu peur, en fait, par rapport à son état de santé, surtout que certains annonçaient qu'il y avait une possibilité réelle qu'il soit le numéro 1 de cette draft, et malheureusement, il n'en a été que le 3e. Oui, nous avions eu peur, parce que, bon, moi, c'est un scoop que je vous donne. Nous, une semaine auparavant, nous savions déjà qu'il était blessé. Donc, malheureusement, l'information a chuté quelques temps après, mais nous, on était convaincus qu'il méritait sa place. Donc, il était toujours parmi les 3 premiers. D'accord, Monsieur Embiid, on vous invite à rester à l'écoute parce qu'on va vous faire revivre ce que vous avez déjà vécu, bien sûr, mais on va permettre aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de revivre l'interview de Joel Embiid lorsqu'il a appris qu'il était drafté. Suivez plutôt. On going to Philadelphia. What was this night like for you, sitting there watching on TV, awaiting your fate, as opposed to what you thought it might be like being here? I mean, it's different. I'm disappointed not to be there. I wish I could be there, but I'm excited. The Sixers just took me, and I still can't believe it. You know, having to start playing basketball so late and just being here, it just means that anything is possible. Joel, so many people thought that you would be the #1 overall pick. The guys on my set believe you're the best player in the draft. What impact did it have on you emotionally to have this injury keep you from being #1 overall? I mean, for my back injury, it hurt me, but I saw the doctors. They say I was going to be fine, and unfortunately, this foot injury happened a week before the draft. But I mean, I believe in God, and God knows what He's doing. I've always said it, and I'm just going to keep praising Him. Alors, Monsieur Embiid, alors, à la suite de ce reportage, une fois de plus, je suppose que la joie immense a dû vous envahir, surtout que ça a été officialisé dans la draft de votre fils, Joel Embiid. Oui, déjà pour nous, c'est que il y a toute une fête. Vous ne pouvez pas vous dire que nous étions, il y avait beaucoup de monde, nous étions avec son agent principal, le monsieur Antelep qui était là. C'était vraiment une grande. D'accord, très bien, Monsieur Embiid. On vous remercie pour votre intervention. On rappelle que vous étiez en direct depuis Yaoundé. Une fois de plus, merci à vous et à très bientôt, Monsieur Embiid. Merci beaucoup. Alors avec vous, les spécialistes, on a eu le papa de Joel qui effectivement était présent lors de cette soirée, lors de ce moment exceptionnel pour Joel. Quel moment exceptionnel, hein, aussi pour le sport camerounais, hein, on peut le dire. Oui, parce qu'il faut bien le remarquer, lorsque le journaliste dit Joel Embiid, juste après il dit Yaoundé Cameroun. Donc ça veut dire qu'il représente quand même, c'est un rayonnement de la nation, surtout avec du basket. C'est quand même une grande première d'avoir un Camerounais drafté. Pour une fois qu'on sort du foot. Pour une fois qu'on sort du foot, surtout avec toutes les difficultés que le foot a connues. Bon, maintenant on est en train de remonter. Donc vraiment, c'est une grande fierté pour le Cameroun. Donc j'imagine que la fierté de son père ne devait être qu'encore plus grande. Donc tout parent aimerait pouvoir être à sa place. D'accord, très bien. Avec vous, on va observer cette photo, n'est-ce pas, autour de Joel Embiid et certains de ses copains, sans doute, hein, de ses coéquipiers. Alors, avez-vous une réaction par rapport à cette photo? Où était-il exactement? Sur la photo, il était en Espagne, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui est en train de se dérouler actuellement en Espagne, dont les 3 coéquipiers de Philadelphia 76ers sont allés soutenir leur autre coéquipier qui prenait part au championnat du monde avec la Croatie, Dario Saric. Et les 2 autres à côté, qui sont-ils exactement? À l'extrême gauche, on a Nerlens Noel, qui s'est blessé. Il avait été drafté l'année passée, mais il n'a pas joué, il a été blessé. Donc, il va pouvoir faire sa première saison en 2014-2015. Et au milieu, ils ont leur meneur Carter Williams, qui était pratiquement la star de Philadelphie la saison qui vient de s'écouler. Donc, les 3 sont les stars montantes. C'est le futur, le trio futur, le Big Three, comme on dit souvent, de Philadelphie pour les années à venir. Mais rappelons que justement, avec Philadelphie,
s'est rajouté dans l'effectif Luc Mbamute notamment. Ah oui, ironie du sort, Luc Richard Mbamute, qui est le mentor de Joël, qui a montré le chemin à Joël jusqu'à la NBA, devient subitement son coéquipier. Donc on peut imaginer que Luc saura lui montrer comment est-ce que ça se passe en NBA, parce qu'il faut le préciser, la NBA c'est pratiquement une jungle. Il faut être prêt quand on y arrive là-bas, surtout que Joël n'a que 20 ans. C'est encore un gamin, ça fait 4 ans qu'il est aux États-Unis. Donc il peut être exposé à beaucoup de dangers. Heureusement, Luc sera là pour l'encadrer et pour pouvoir lui monter les rois du métier. Mais est-ce que justement cet effectif de Philadelphie Sixers cette saison, du moins la saison en cours, est-ce qu'ils sont assez étoffés pour pouvoir faire face notamment à cette compétition-là? Bon, déjà, il faut préciser, Joël ne prendra pas part au début de la saison. Oui, parce qu'il est blessé, parce qu'il a été opéré. Donc il sera absent 4 à 6 mois. Maintenant, pour répondre à votre question, actuellement, Philadelphie est en reconstruction. Je ne pense pas que l'équipe soit assez prête pour pouvoir atteindre les playoffs. Et si jamais elle atteint les playoffs, le premier tour sera le maximum. Alors, un dernier mot autour de Joël Embiid. Avec vous, Steve Gassard. Il faut se rappeler que sans sa blessure, aujourd'hui, il se serait certainement retrouvé à Minnesota, qui est un bon bastion du basket. Mais je pense que Philadelphia lui donnera beaucoup plus d'opportunités parce que c'est une ville très reconnue, c'est un gros marché du basket aux États-Unis. Et comme vient de le dire Yves Lionel, c'est une équipe qui est en reconstruction. Donc vraiment, on va lui laisser le temps de pouvoir se développer parce qu'on sait que généralement, les postes de pivot prennent à peu près 4 à 5 ans pour atteindre vraiment leur potentiel. Donc finalement, je pense qu'avec Luc Richard à ses côtés, il a vraiment le nécessaire pour pouvoir exploser. Très bien, on va mettre un terme à ce sujet. On rappelle, en vous remerciant bien sûr, l'ensemble de nos spécialistes qui ont été présents dans le cadre de cette édition de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. On rappelle à tous et à toutes, les férus de sport, bien sûr, que demain, c'est la mise en bière du corps des Bossés, notre compatriote, qui est décidé dans les conditions que l'on sait. J'invite tout le monde à être présent demain pour ce moment autour de sa famille qui en a véritablement besoin. Et j'invite aussi à suivre ce message de sensibilisation par rapport aux discriminations dans le sport, notamment le racisme. Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. Non au racisme. No al racismo. Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. Non au racisme. No al racismo. No to racism. Bien, merci à vous, merci à tout le monde qui a été présent pour le cadre de cette édition de Samedi Sport. Une fois de plus, Yves Gounou, Steven Gassa, Lydie Abeko, Cestin Jamen, Georges et également Nasser Njoya. Merci à vous, merci d'avoir été à l'écoute de cette seconde édition de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Merci, à très bientôt. Nous, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous a dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport.